Au sommaire de ce journal, la conférence économique africaine se tient toujours en Éthiopie. L'Afrique veut se lancer dans la 4e révolution industrielle. Les détails avec notre envoyé spécial Jean-Charles Sibahi. Affaires maritimes, le séminaire sur la nomenclature et les procédures d'exécution budgétaire organisé par la Direction générale des affaires maritimes et portuaires referme ses portes. Transport. La Fédération internationale des ouvriers du transport, l'ITF, présente les résultats de son étude sur le projet métro et BRT d'Abidjan. Et puis nous irons à Adiaké pour parler de la Journée mondiale du tourisme. La stratégie d'investissement était au cœur de l'édition 2023. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Direction Addis Abeba en Éthiopie où il se tient la conférence économique africaine organisée par la Banque africaine de développement BAD, le PNUD et AEC des Nations Unies. Une occasion pour réfléchir autour de l'industrialisation durable de l'Afrique qui veut rattraper son retard. Ce vendredi, les réflexions ont tourné autour de la 4e révolution industrielle qu'elle voit pour l'Afrique. Notre envoyé spécial Jean-Charles Sibahi dans un commentaire de Mon Désir Nascimento. Il faut le dire tout net, les ministres africains, les partenaires des Nations Unies et les représentants clés du secteur du développement qui prennent part aux réflexions d'Addis Abeba sur l'industrialisation durable de l'Afrique ne manquent pas d'audace. Ils veulent que l'Afrique passe à l'industrialisation 4.0 alors même que le continent est le moins industrialisé du monde avec environ 2% de contribution à la valeur ajoutée manufacturière mondiale. Face à la 4e révolution industrielle, quelle voie pour l'Afrique? Les experts invités de la BAD, du CEA et du PNUD sont formels. Il faut y aller. Pour eux, la 4e révolution industrielle en cours ouvre la voie à des innovations transformatrices à l'échelle mondiale telles que les robots, l'intelligence artificielle, l'impression 3D et l'analyse des mégadonnées qui remodèlent les processus de production et l'avenir du travail. Cette 4e révolution n'est pas seulement un mot permettant aux dirigeants de progresser en matière de technologie, mais aussi de croître d'une manière stable qui nécessiterait un aperçu des différentes perspectives tout en faisant le bon investissement autour des infrastructures, autour des communautés que nous... La 4e révolution concerne donc la manière dont nous utilisons la technologie pour développer et transformer efficacement le continent. Nous vivons une époque où nous avons la technologie numérique et où la technologie numérique vient à différentes étapes de l'intelligence artificielle. Cette session aura permis d'explorer les questions cruciales pour les pays africains, notamment le développement des compétences dans un marché de travail compétitif, l'élaboration de stratégies d'industrialisation au milieu des bouleversements technologiques, l'avenir du travail et son impact sur les emplois peu qualifiés et les inégalités, la formulation de la politique pour relever les défis financiers, économiques et sociaux, évaluer la capacité de l'Afrique pour la 4e révolution industrielle, identifier les opportunités d'innovation dirigées par l'Afrique, concevoir de nouveaux accords de transfert de technologie, rechercher des partenaires dans un monde axé sur l'innovation, concilier l'industrialisation à forte intensité de main-d'œuvre avec une production à forte composante technologique et combler le fossé entre les pratiques politiques et les réglementations dans un paysage technologique en évolution rapide. But if we are going to industrialize our continent, Tout le monde veut aller à l'université, mais si nous voulons industrialiser notre continent, nous devons vraiment réimaginer le potentiel dont nous disposons pour faire de la formation professionnelle un élément puissant de notre programme d'apprentissage. Nous devons essentiellement encourager les jeunes à s'orienter vers TVET, mais pour ce faire, nous devons révolutionner TVET. Nous devons faire une enquête numérique, encourager TVET dans la technologie et l'ingénierie et nous assurer que le développement numérique est la priorité au cœur de la façon dont nous faisons TVET. Visiblement, la conférence économique africaine d'Éthiopie ne veut pas être un événement de plus sur le calendrier, mais un appel à l'action.
Les propositions de cette rencontre rentrent dans la droite ligne des objectifs de développement durable et la réalisation de la vision de l'agenda 2063 de l'Afrique. De retour en Côte d'Ivoire, le séminaire sur la nomenclature et les procédures d'exécution budgétaire organisé par la Direction générale des affaires maritimes et portuaires a refermé ses portes. Durant 5 jours, du 13 au 17 novembre 2023, autour de leur directeur général et d'experts venus d'autres ministères, ils ont débattu sur les différentes procédures pour concevoir un budget fiable et viable. Nous retrouvons nos reporters Philippe Zabo et Augustin Kra qui ont assisté à la cérémonie de clôture. Ce sont 15 recommandations qui ont sanctionné la fin du séminaire sur la nomenclature et les procédures d'exécution budgétaire organisé par la Direction générale des affaires maritimes et portuaires DECAMP. Mais ces recommandations ne sont que la première étape selon le directeur général de la DECAMP, car ils n'ont fait que poser le diagnostic. D'autres séminaires sont annoncés pour parfaire les procédures d'élaboration d'un budget et le mener à exécution. On est dans l'amélioration constante et donc nous estimons que la manière de gérer le budget avant, il va falloir qu'on le fasse évoluer vers le budget programme qui encadre un peu le budget État. Donc c'est un peu l'objectif que nous recherchons. Il y a aussi des procédures qui existent mais que nous voulons améliorer. Nous voulons améliorer et c'est pourquoi nous avons invité les experts de certaines administrations ou certaines entités de l'État afin que des échanges que nous avons avec eux, nous puissions appréhender la bonne manière de mettre en place ces procédures-là qui sont adaptées à nos missions. Quant au président du comité scientifique, il est revenu sur certains points saillants qui ont retenu l'attention du séminaire. Nous avons organisé un séminaire sur la nomenclature et les mécanismes de gestion du budget, l'élaboration et l'exécution du budget de la DECAMP, surtout le budget régi. Donc, il y a un certain nombre de procédures qui sont forcément inscrites dans nos pratiques. Donc, il fallait les revisiter à la lumière de ce qui se fait ailleurs, surtout à la gestion des marchés publics, à la gestion du budget, qui nous a beaucoup aidé à mieux comprendre ces procédures afin de les adapter à nos procédures internes. Ce sont des procédures en général qui se font, mais il y a des particularités compte tenu de nos missions. Durant le séminaire, la DECAMP a été accompagnée par le cabinet Royal Consulting, un cabinet juridique et de formation. Intéressons-nous à la déclaration du patrimoine. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG, Epiphane Zoro Bibalo, a procédé à la déclaration de son patrimoine. D'une part, à la HABG pour la cessation de fonction de ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. D'autre part, devant la Cour des comptes pour sa prise de fonction en qualité de président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Walter Kofi et Doumbia Ayouba. Fin de fonction de ministre et début de mandat en qualité de président de la HABG, Epiphane Zoro Bibalo a montré l'exemple en déclarant son patrimoine. L'ancien ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a d'abord effectué une déclaration de patrimoine de cessation de fonction de ministre à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il s'est ensuite rendu à la Cour des comptes où il a procédé à une déclaration de patrimoine de prise en fonction en sa qualité de président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Une disposition qui vise à se conformer à la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Et c'est une mesure préventive contre l'enrichissement illicite. C'est en cela qu'il y a une déclaration de patrimoine de prise de fonction et une déclaration de patrimoine de fin de fonction pour voir la variation qu'il y a eu entre les deux, ces deux moments et s'assurer qu'il n'y a pas eu de situation d'enrichissement illicite.
c'est-à-dire d'enrichissement qui va au-delà du revenu normal de l'agent public. Je l'ai dit et je remercie le président de la Cour des comptes pour les dispositions qu'il a prises pour nous permettre de satisfaire à cette obligation légale. La rencontre fut l'occasion pour inciter les agents de l'administration publique à suivre les pas du président de la HABG. Nous encourageons tous les agents publics, nous encourageons tous les assujettis à faire leur déclaration de patrimoine. Ne pas faire sa déclaration de patrimoine constitue une infraction passible de poursuite. L'ex-ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobi-Balo, a été promu président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance le 4 octobre dernier. Il a prêté serment devant la Cour des comptes le 8 novembre, conformément à la loi. Il disposait d'un délai de 30 jours à compter de sa prestation de serment. La cérémonie de clôture du deuxième atelier annuel sur le système d'information énergétique de la CEDEAO s'est tenue à Abidjan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest. L'événement avait pour objectif de présenter les résultats du SIE-CEDEAO, la validation des statistiques de la CEDEAO et la formation des experts à l'usage des outils de planification énergétique pour l'amélioration de la collecte des données. Michel Prou. Des experts du secteur de l'énergie, des points focaux des États membres de la CEDEAO ont confirmé une fois de plus leur présence à la clôture du deuxième atelier annuel sur le système d'information énergétique de cette institution. Ce cadre d'échange a permis aux États membres de disposer d'informations fiables et actualisées sur la production, la consommation et la distribution d'énergie, essentielles à une gestion efficace et transparente du secteur énergétique. Cette initiative vise à renforcer les capacités des acteurs régionaux, à améliorer la collecte des données et à favoriser une approche plus intégrée de la gestion des ressources énergétiques en Afrique de l'Ouest. Cet atelier aujourd'hui rentre dans le cadre donc, de la poussée des activités de consolidation de ces systèmes d'information énergétique. Il réunit donc les points focaux pays qui sont en charge de l'efficacité énergétique et des énergies et des systèmes d'information énergétique. Nous avons passé en revue le système pour consolider les données statistiques de l'année 2021 et nous avons également, sur demande des États membres, élaboré un système automatisé de collecte de données. Donc l'atelier a surtout porté sur ce système automatisé, puisque c'est un nouveau système qui va permettre de faciliter la collecte de données, qui va permettre donc au pays de très rapidement fournir les informations nécessaires pour alimenter le système et qui va leur permettre donc de gagner du temps. Le système d'information énergétique, comme je disais tantôt, va permettre justement la bonne planification, la conception cohérente, la mise en œuvre et même le suivi-évaluation de toute politique, de toute stratégie en matière d'énergie dans la sous-région. Deuxième du genre, cet atelier annuel sur le système d'information énergétique de la CEDEAO est issu du projet d'amélioration de la gouvernance de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Il existe depuis 4 ans et réunit 15 États d'Afrique occidentale pour aboutir à des solutions efficientes, abordables, fiables pour le développement socio-économique au profit de la sous-région. Un regard dans l'univers du transport. La Fédération internationale des ouvriers du transport ITF a procédé à la présentation des résultats de son étude sur le projet métro et du bus rapide transit BRT d'Abidjan. Une étude qui a montré l'impact que pourraient avoir ces projets sur l'employabilité des acteurs du secteur de transport. Waterkofi et Marie-Cécile. Bientôt à Abidjan, certaines gares de taxis intercommunaux devront laisser place à des lignes de métro et des stations de BRT. Que deviendront les occupants de ces espaces qui voient leurs emplois souffrant d'informalité être menacés? C'est tout l'intérêt de cette étude menée par la Fédération internationale des ouvriers du transport, ITF. Une étude dont les résultats ont présenté l'impact de ces nouvelles infrastructures routières
sur les emplois existants dans le secteur des transports. L'étude a révélé la création de nouveaux emplois, mais présente une préoccupation quant à la prise en compte des conducteurs de ces gares, de taxis et minicars. Bon, déjà, comme nous prenons le cas du BRT, je dirais qu'il y a 3 groupes d'emplois qui peuvent être créés. Il y a là-bas le personnel à bord. Le personnel à bord, c'est justement les chauffeurs. Il y a la gestion des stations pour la ligne du BRT. Donc, pour la première, parce qu'il va y avoir normalement 2 lignes après. Parce qu'il y a une ligne de BRT qui partira de la zone de Pétro-Ivoire Engrais jusqu'à l'hôtel Ivoire. Mais la ligne qui est déjà même en construction immédiate, c'est celle qui part de Yopougon 16e jusqu'à Benjerville-Kessé. À cet effet, il y a au moins 25 stations qui sont prévues normalement. Mais il y a une reconversion, une réduction de ces stations-là. Et au bout de la construction de ces stations, il va falloir animer ces stations. Pour la Fédération syndicale internationale ITF, cette étude est l'occasion de créer un cadre d'échange entre les transporteurs et les gouvernants sur les problématiques, notamment les conditions de travail des chauffeurs des véhicules de transport public. Qu'est-ce que nous cherchons à travers ces projets-là pour Abidjan, Dakar, etc. C'est d'abord engager le dialogue avec les organisations gouvernementales chargées du transport urbain, comme ici à Mouga, pour avoir un cadre où on peut écouter les syndicats des transports, prendre en compte leurs préoccupations, prendre en compte aussi leur expertise, leur expérience, parce que personne ne connaît mieux que le secteur des transports urbains, parce que certains sont là depuis 40 ans, 50 ans. Donc avoir un cadre permanent de concertation, d'échange d'informations et de négociations. Rappelons que la Fédération internationale des ouvriers de transport, ITF, est une fédération syndicale dont la majorité des membres sont issus du secteur du transport. Elle est présente dans 154 pays et compte 20 millions de travailleurs du transport fluvial, maritime, routier, ferroviaire et aérien. Dans la lutte contre le changement climatique, 3 projets initiés par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA et l'Association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, ont fait l'objet de restitution lors d'un atelier ce vendredi 17 novembre 2023 à Grand-Bassam. Parmi ces projets, l'évaluation de la capacité de séquestration de carbone par une plantation d'EVA pour lutter contre le changement climatique. Le commentaire de Pierre Tebeu. 3 études ont été présentées à cette séance de restitution. 2 projets de recherche conduits par les chercheurs du Centre national de la recherche agronomique CNRA. Le premier est le potentiel de séquestration du carbone par l'EVA. On a longtemps pensé, et à tort, que cet arbre serait à l'origine de l'appauvrissement des terres et qu'il ne servait à rien qu'à produire de l'EVA. D'après les chercheurs du CNRA, il a un rôle bien plus qu'important dans notre environnement. En d'autres termes, cet arbre peut aider à la lutte contre le changement climatique qui menace l'humanité tout entière. Cette étude elle a été menée en 2021 et 2022 et elle a montré donc que globalement donc, les superficies d'EVA en Côte d'Ivoire qui équivalent à 730 000 hectares à peu près, et sur les 5 clones qu'on a étudiés, le GT1, PB217, EK41, EK331 et EK230, sont de bons séquestrateurs du carbone donc, dans notre pays. Et on a montré donc que les EVA donc, qui sont cultivés, au même titre que certaines espèces forestières, séquestrent le carbone de façon très intéressante. Le deuxième projet présenté a été celui concernant une maladie foliaire très dangereuse qui peut dévaster toute une plantation, et les chercheurs ont mis au point une méthode de traitement pour les anéantir avec des produits homologués. Pour les producteurs, les usiniers et l'État de Côte d'Ivoire, donc les chercheurs nous ont mis au point des méthodes de traitement très efficaces avec des 6 produits qui sont tous homologués et qui marchent très bien. La question était de savoir comment les appliquer, parce qu'avec la taille de l'arbre, lorsque l'arbre est assez grand, au-delà d'un certain nombre d'années,
les matériels de traitement n'arrivaient plus à atteindre la cime des arbres, c'est-à-dire le sommet. Donc nous avons, après avoir discuté et trouvé des solutions, développé la technique de traitement par les drones. Enfin, les chercheurs ont présenté une étude de l'environnement de production des usines de traitement de l'EVA. Une production qui ne saurait se faire sans rejet dans la nature des éléments toxiques. Toutes ces études pourront être présentées par la Côte d'Ivoire lors des rencontres internationales sur l'environnement. Rendons-nous à Maféré où il s'est tenu le deuxième conseil municipal de la mairie. 5 points étaient à l'ordre du jour, dont 2 ont fait l'objet d'attention particulière. Le point 4, examen et adoption de l'état d'exécution des recettes et des dépenses au 3e trimestre de l'année 2023. Et le point 5, examen de projet du programme triennal 2024, 2025 et 2026. Un programme triennal est un plan de développement prévisionnel comprenant des actions sociales, subventions, dons et aides et des opérations, investissements proposés par le conseil municipal sur une période de 3 ans. Celui de la commune de Maféré était tellement important que la présence de tous les conseillers municipaux a été constatée. Ce conseil a mis l'accent sur la salubrité. Et ce conseil était donc porté sur le programme triennal. Nous avons un calendrier de programmation et de budgétisation annuelle. Et comme nous venons d'arriver, il fallait donc franchir cette étape-là. Il y a beaucoup de projets. Nous avons ici discuté sur 19 actions et 32 projets. Nous allons mener à bien d'avoir ces 32 projets et puis redessiner comme notre vision des choses. Le don prévu pour ce jour a été remis au lendemain, samedi 11 novembre 2023, jour prévu pour le lancement des journées de la salubrité. Ce don, composé de matériel de lutte contre l'insalubrité, a été fait en présence de la population, de la direction régionale de l'assainissement et de la salubrité du Sud Komoué et de tout ce que Maféré compte comme autorité et association. La remise de ce don a été le moment choisi par les autorités pour inviter les populations à la propreté. Et la journée d'aujourd'hui, c'est le départ de quelque chose que nous tous nous allons constater. La propreté de la commune de Maféré. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure pour que notre Maféré soit propre. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour est pour nous un prétexte pour célébrer la propriété sans laquelle il est difficile de distinguer l'homme de l'animal. Et comme vous le voyez, la propriété est la base d'une excellente santé pour tout être humain. Après les discours, les autorités municipales, à commencer par le maire, ont enfilé les tenues appropriées pour donner le coup d'envoi des journées de la salubrité à Maféré. Artères et caniveaux de la commune ont été nettoyés. Un concours du quartier le plus propre a été initié. L'année 2023 a été un appel à l'action pour fédérer la communauté internationale, les gouvernements, les institutions financières multilatérales, les partenaires du développement et les investisseurs privés autour d'une nouvelle stratégie d'investissement dans le tourisme. En Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Adiaké qui a abrité l'événement. Le compte rendu de nos reporters. Adiaké, capitale du tourisme, pour quelques heures. Et pour cause, le ministère du Tourisme et des Loisirs a choisi la localité pour la célébration de la 43e édition de la Journée mondiale du tourisme. Cette édition avait pour thème « Tourisme pour l'investissement vert ». Le choix d'Adiaké, c'est eu égard au fait qu'aujourd'hui, nous avons des sites magnifiques qu'abrite la cité d'Adiaké. Et dans le prolongement de Adiaké, nous pouvons trouver tout près Assini. Et donc, nous voulons impacter le développement du tourisme au regard du thème de cette année, en faisant en sorte que le tourisme vert ici prenne tout son envol, avec des investissements consacrés pour préserver cet important patrimoine et valoriser, afin de l'exploiter pour que le tourisme prenne totalement son envol ici pour ce qui concerne Adiaké. L'objectif de ces célébrations est d'amener les populations
à admettre le tourisme comme une activité économique pouvant participer à leur bien-être et pourvoyeuse d'emplois. L'objectif visé par l'organisation de cet événement, c'est de sensibiliser la communauté nationale et internationale à l'importance du tourisme comme activité économique, comme activité culturelle, comme activité, je dirais, de développement d'une région. Pour atteindre cet objectif, un panel sur le tourisme écologique a ouvert la cérémonie. Il a été animé par des spécialistes et investisseurs dans ce domaine. Quand on parle de tourisme vert ou de tourisme durable, il s'agit en fait du tourisme qui est pratiqué en relation avec la protection de l'environnement. C'est un appel que nous lançons à la population en général à pouvoir pratiquer le tourisme vert parce qu'il y a des opportunités. Cette course de pirogue sur la lagune Abi, un pan du riche patrimoine culturel Bétibé, a mis fin à la célébration du tourisme à Adiaké. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. 2 ministres étaient au Sénat pour la présentation de 3 projets de loi. Un présenté par Jacques Assaoré, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, et 2 présentés par Jean Sanson Cambilé, cadre des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. À l'issue des discussions et explications, ces 3 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les différentes commissions. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. C'est la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement qui a débuté les travaux avec Jacques Assaoré, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique sur le projet de loi portant Code de l'environnement qui a pour objectif de répondre aux insuffisances de la loi de 1996 portant Code de l'environnement au regard de l'évolution de la problématique de la protection de l'environnement. Des engagements majeurs, des principes majeurs n'étaient pas pris en compte dans notre code. Il était question que notre code soit mis à jour, qu'il soit actualisé pour répondre aux enjeux du moment. Donc c'est le sens que nous donnons à ce passage au Sénat. Au terme des échanges, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité des sénateurs présents de la commission. À sa suite, la commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales a procédé à l'examen de 2 projets de loi présentés par Jean Sanson Cambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Il s'agit des projets de loi de ratification de l'ordonnance numéro 2023-23 du 18 janvier 2023 instituant un juge unique pour connaître des délits en matière de police de la circulation et ceux résultant des accidents de la voie publique, et du projet de loi modifiant la loi numéro 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale. La loi sur l'organisation judiciaire de notre pays prévoit en son article 35 que les décisions sont rendues par des juridictions collégiales, c'est-à-dire on a 3 ou 5 juges. Et il se trouve qu'avec la recrudescence des accidents de la circulation, le gouvernement a souhaité voir les juridictions de plus en plus impliquées dans la répression de ces infractions. Et donc, pour aller dans le sens de la célérité, nous avons décidé donc d'instituer un juge unique. À l'issue des travaux, les 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des membres de la commission. Direction Boaké, le conseil régional de Boaké a défini les ressources à mobiliser pour conduire son action sur le terrain. C'était à l'occasion de la 2e session du conseil où le budget de plus de 11 milliards de francs CFA a été adopté pour mener à bien les initiatives de développement dans la région. Le récit de Emmanuel Bonzo. À l'unanimité des conseillers régionaux présents à cette session, le budget triennal 2024-2026 a été approuvé. Son adoption permettra au conseil régional de Boaké, avec à sa tête Jacques Assaoré Conan, de faire face aux priorités dans les secteurs de l'éducation, l'hydraulique, l'électricité, la route et dans bien d'autres projets de développement de la région. Ce programme triennal chiffré
à 11,426 milliards de francs CFA sera en effet consacré à la réalisation de 19 actions et 78 opérations. Pour le travail abattu, le président du Conseil a félicité les conseillers, les exhortant à maintenir le même engagement dans la mission de contribution au bien-être des populations. C'est un programme transitoire qui vise à achever les travaux qui ont déjà été entamés par la commission spéciale, mais nous avons profité pour inscrire quelques actions et opérations. On prend en note compte que l'excellent travail fait par le préfet des régions à la tête de la commission spéciale et progressivement nous allons intégrer de nouvelles actions avec les suggestions que les commissions nous ont faites. À cette session, le président du Conseil s'est aussi réjoui de l'esprit d'union qui a prévalu avec la présence des conseillers issus de l'opposition qui, pour leur part, entendent contribuer aux initiatives de développement en faveur du Gbeke. Nous allons prendre notre part et nous allons participer au Conseil régional de façon la plus honnête possible. Apporter son appui pour le développement, c'est une grâce pour moi et je suis fier d'être là et d'apporter ma pierre à l'édifice. En marge du conseil, Jacques Assaouré a offert aux élèves et étudiants de sa région 151 bons d'achat en fournitures scolaires et 50 permis de conduire aux jeunes pour un coût estimé à plus de 12 millions de francs CFA. Un geste salué par les bénéficiaires qui ont promis faire bon usage des dons reçus. Et il s'est tenu à Farkessédougou le week-end dernier la 3e session du Conseil régional. Présidé par le ministre d'État, ministre de la Défense, président du Conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara. Le programme du budget 2024-2026 a été adopté à l'unanimité par les conseillers présents. Ainsi, l'accent sera mis sur la jeunesse, la promotion et les femmes, socle de développement. C'était en présence du ministre en charge de l'environnement, président du Conseil régional de Gbeke. 3e réunion ordinaire au titre de la nouvelle mandature 2023-2028. Téné Birahima Ouattara veut bouger plus les lignes au cours des 5 ans à venir, d'où l'adoption du projet de programme triennal 2024-2025 qui va couvrir toute la période des 5 ans. L'accent sera mis sur la jeunesse et la promotion des femmes, socle de tout développement. L'agriculture, l'hydraulique, route, l'éducation, la santé, la sécurité et la protection de l'environnement ainsi que les besoins exprimés par les populations constituent les axes majeurs de ce programme triennal qui a été adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dans l'électoral passé, les populations avaient exprimé les besoins, faire de doléances. Toutes ces préoccupations seront étudiées méthodiquement et stratégiquement pour le programme de notre mandat. Je voudrais vous assurer, ce nouveau mandat sera celui de la jeunesse et des femmes et permettra en en point douter de consolider nos priorités le début de mandature en 2018. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a salué le leadership de Téné Birahima Ouattara. J'ai noté avec beaucoup de satisfaction que le programme triennal prend en compte des actions qui visent à protéger l'environnement et la promotion du développement durable. C'est rare de le voir dans un programme triennal et je voudrais saluer le leadership du ministre d'État et lui dire que nous allons faire en sorte que la plupart ou tous les conseils régionaux, tous les programmes triennales prévoient des actions ou des opérations qui visent à protéger l'environnement. La compagnie Andrada Mining a reçu 25 millions de dollars dans le cadre d'un financement associant une émission d'actions, des billets de prêt comestibles et des bons de souscription d'actions. Dans un communiqué publié, la compagnie indique qu'une partie des fonds sera affectée à la mise en œuvre de son projet de production de lithium à la mine d'étain US en Namibie. L'objectif étant d'atteindre le taux de production de 2000 tonnes d'étain métal par an contre 482 tonnes au cours de l'exercice financier 2023 achevé le 28 février dernier.
Toujours en image, nous parlons de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine qui pourrait permettre à l'Afrique d'atteindre son autosuffisance en riz, non seulement en favorisant une meilleure répartition des flux commerciaux entre les zones excédentaires et celles structurellement déficitaires, mais aussi en ayant un effet incitatif sur la production et la transformation de cette denrée alimentaire de base. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.